De retour sur ce plateau après justement le passage de cette magnifique revue de presse dans le cadre effectivement de la quotidienne de ce mardi matin 9 janvier 2024. Aujourd'hui au menu, deux grandes tasses de thé. Tout d'abord du côté du Tchad où après effectivement la nomination en tant que Premier ministre du transformateur transformé Succès Masra, et bien évidemment, la publication, ou du moins l'officialisation de son gouvernement, qui a donc 30 ministres. Hier, c'est encore une autre nomination qui fait jaser. Alors, Succès Masra vient donc de faire de son ancien secrétaire général du PASTEF, le désormais directeur de cabinet de Succès Masra. C'est-à-dire que, voilà, ce qui a été décrié hier semble, voilà, être pris par exemple, très bon exemple d'ailleurs, par Succès Masra, lui Premier ministre, son DCC également vient du PASTEF, du transformateur autant pour moi. Et puis en deuxième partie, nous parlerons sur cette campagne médiatique qui voudrait ternir l'image du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Et donc les médias mainstream sont remontés au créneau, aux côtés effectivement des États-Unis d'Amérique, qui n'ont de cesse depuis quelque temps de propager des fausses informations, faisant état de ce que M. Faustin Archange Touadéra solliciterait les services désormais d'une société privée militaire américaine pour assurer sa sécurité à lui. Nous en parlons donc dans le cadre de cette quotidienne. Bonjour. Il est là, Jonathan Batengene, j'ai failli dire une goutte. Mohamed Batengene. C'est toujours dans ma tête, j'ai failli dire Mohamed Batengene. Alors bonjour Jonathan. Bonjour ma soeur Linda, bonjour madame la DG. C'est toujours un plaisir que d'être ici sur ce plateau avec vous. Vous êtes charmante, ravissante et surtout un petit bobo au pied, un accident ce matin. Dû aux routes, aux mauvaises routes, au mauvais état des routes. Asia, Yako. Donc, bonjour à tous les panafricanistes. Je sais qu'ils sont tous éveillés et ils sont en très bonne forme. Ils sont déjà dans le direct. Nous saluons tous ceux qui sont dans le direct. Nous vous souhaitons toujours encore, parce que c'est lundi de la semaine, une bonne et heureuse année 2024. On sait que ce n'est que des vœux. Ça ne veut pas dire que l'année sera toute rose, mais c'est une manière de se remotiver, de se relancer. Quoique, ça doit être une posture que nous adoptons tous les matins, parce qu'il faut être résilient en toutes choses. Il faut rester positif, il faut rester fort. Nous disons toujours aux Africains qui se battent sur le continent, parce qu'il y en a qui pensent que quand on vient ici, on ressort toutes les analyses, et bien quand on rentre certainement, ces analyses nous procurent, je ne sais pas, soit la fortune, soit quelque chose d'extraordinaire. Non, la vie sur le continent est la même pour tout le monde. Madame Dedi fait des efforts pour être toujours aussi belle que vous le constatez. Chaque journaliste fait un effort, mais dans la réalité, nous vivons tous ce que les autres Africains vivent. C'est des moments intenses. Nous sommes effectivement dans une lutte, sauf qu'ici, ce n'est pas le pugilat comme avec Francis Ngannou qui tape les gens pour vivre. Nous devons taper nos adversaires géopolitiques. Et les taper, ça suppose être fort parce qu'il crée des conditions parfois économiques très difficiles pour les panafricanistes. Mais nous tenons bien la barque, nous continuons ce combat et nous encourageons tous les panafricanistes de par le continent à continuer de tenir, à avancer. C'est dans l'adversité qu'on gagne, parce qu'il y a un proverbe, une sagesse qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc toute la gloire de notre triomphe viendra de ce que nous avons réussi, ce pari difficile de libérer l'Afrique dans ces conditions tout à fait exécrables. Alors, nous commençons par... on peut prendre le coup de gueule ou ça sera après? On peut prendre le coup de gueule. Allons-y, parce que ce qui vient s'annonce hyper rude. Nous allons essayer, avec votre concours, de démasquer
certains hommes politiciens qui s'érigent très souvent en donneurs de leçons, mais à peine arrivés, montrent leur vrai visage. Alors le coup de gueule ce matin, j'espère que ça n'aura pas créé un petit accident. Alors, si, ça avait. pour réagir à ce coup de gueule de ce matin, le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. Et voilà donc ce qui ouvre la porte du coup de gueule ce matin. Le coup de gueule, c'est effectivement à l'égard des autorités qui ont en charge de construire les routes. La ville de Douala, on a vu en fin d'année, c'était au mois de septembre, le maire de la ville était dans une sorte de course contre la montre. Nous tous on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en fin d'année, est-ce qu'en décembre, il y aura un grand tournoi au Cameroun? Est-ce que Douala va devenir la capitale peut-être des Jeux paralympiques ou bien les Jeux extraordinaires mystiques? On ne sait pas. Monsieur le maire de la ville avait engagé des travaux sur toutes les routes. Fait étrange. Les travaux de monsieur le maire de la ville se sont déroulés sur une portion restreinte de tous les trajets où il les a menés. Vous avez au Carrefour Cité, ici à la Cité des Palmiers, vous avez une portion de la route qui a été arrangée et les autorités en charge et la régie en charge d'arranger la route a très bien fait de creuser un petit caniveau au milieu de la route. Ils ont créé un caniveau sur carrément 20 mètres. Et quand les motos ou les véhicules arrivent à cet endroit, c'est le moment de plonger dans la piscine locale et de prendre son bain, certainement le baptême qui fait de vous un très bon chauffeur pour reprendre le bitume de l'autre côté qui a été nickelement arrangé, si bien qu'actuellement, vous voyez qu'il y a déjà des trous qui commencent à se dessiner. On se demande pourquoi vous utilisez du goudron biodégradable. Sommes-nous en avance dans la protection de l'environnement, surtout en matière de bitumage? Vous avez également d'autres voies. Par exemple, l'axe nouveau qu'on est en train de créer entre PK11 et Ndogbo et Lokpo. Oui, vous avez cette route qui est en voie de bitumage. Mais depuis 2 ans que le chantier est en cours, c'est un chantier de moins de 5 km. Le chantier, depuis 2 ans, la société de bitumage, qui est une société chinoise, elle a totalement raclé la route, donc ils ont tout fait pour les travaux de terrassement. Mais il restait les autres travaux de reprofilage, de profilage, ensuite de bitumage. Alors, là-bas, ça se passe comme les saisons au Cameroun. C'est-à-dire, en une semaine, vous avez au moins une 50aine d'engins qui sont mobilisés sur une partie du tronçon. Parfois, c'est 30 mètres, pas plus. C'est comme si, dans leur calendrier, ils ont décidé de le faire, ce travail, au moins en 5 ans. C'est moins de 5 km. Alors, vous les voyez sur 30 mètres, ils ont au moins 50 engins. Oui. Et les 50 engins font du bruit à n'en plus finir, soulèvent la poussière dans tous les sens. Leurs employés sont avec des pelles sur les côtés. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Est-on rentré au temps de Mathusalem? Est-ce qu'il s'agit de travailler encore avec les pelles et les bâtons? On ne comprend pas cette manière de bitumer la route. 5 km, plus de 2 ans, le chantier est en train de traîner. Ces derniers jours, ils sont arrivés encore sur une portion de cette route. Ils abattent alors là un travail incompréhensible, creusent des trous, fabriquent des sortes de tranchées. Parfois même certains habitants demandent, mais est-ce qu'il y aura une guerre dans le pays? Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire ici? On ne comprend rien à leur manière de travailler, cette société chinoise, avec ses employés. Et quand vous leur posez des questions, personne n'a même de vous répondre. Nous savons que c'est un peu le même mode de fonctionnement sur l'ensemble des chantiers. On ne comprend pas. Dans une ville comme Douala, sous le regard justement des autorités administratives. Admiratif, surtout très admiratif des autorités administratives. Monsieur le sous-préfet, il ne s'en inquiète pas. C'est très bien. Travail est bien mené. Il ne peut même pas mener une seule descente pour s'enquérir de la situation, savoir pourquoi les travaux traînent. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il s'agit du budget d'investissement public qui est ainsi consommé et dont il a le droit de regard. Alors, pour les députés, n'en parlons pas. On sait que
l'un des députés de Douala 3e, de Vouri-Est, est un député qui maintenant excelle dans les réseaux sociaux. Elle a décidé de faire seulement de la mode, hein, quand ce n'est pas la publicité d'une Jansan, c'est plutôt la publicité des mèches qu'elle vend. Donc, elle dit, chacun ses problèmes. Moi, je résous mes problèmes économiques. Chère population, résolvez vous-même vos problèmes de route. Et vous avez, voilà. Là, c'est la piscine dont vous parlez. La grande piscine olympique. Voilà, là, voilà. Et vous voyez, tout à côté, il y a le petit bassin et le grand bassin. C'est pour certainement aider les populations sans domicile. Hein. Le matin, elles peuvent venir là, elles prennent un bain. C'est peut-être un coup de génie de monsieur le maire de la ville. Nous lui disons merci pour cette ingéniosité. Voilà un peu comment, voilà la situation qui est le visage de la capitale économique. Quand vous êtes avec un étranger à Douala, vous êtes obligé de lui justifier tout le temps pourquoi il voit autant de nids de route, de nids de poules. Et cette route a fait l'objet de quelques travaux fantaisistes avec la pose des pseudo-pavés qui ont tous sauté en moins de 3 mois. Mais vous voyez que là, vous voyez, voilà les zones de travaux. Vous voyez, les populations, les téléspectateurs voient bien les zones de travaux qui ont été réalisées. Et juste devant, il y a la piscine. Voilà, ils vont entrer dans la piscine. Là, le bassin n'est pas encore rempli. Il va bientôt accueillir certainement ses réserves d'eau. Et vous avez plus loin également d'autres bassins comme ça. C'est la situation générale. Alors, il faut même filmer l'entrée qui mène ici, jusqu'ici. Il y a une buse qui a été faite en plastique qui a cédé. Voilà. Alors, le problème de la buse, je crois que, comme ici... une buse en plastique. Voilà. C'est un quartier déjà en périphérie. En plus, je n'ai jamais vu une autorité, même la gendarmerie. Je n'ai jamais croisé même la gendarmerie de Logbissou passer ici sur cette rue. Ça veut dire que c'est une zone qui est certainement considérée encore comme inhabitée par les autorités. Voilà un peu le spectacle. Les enfants, Carrefour Cité, voilà un peu le spectacle. À cause de cette roue-là, vous voyez ce que ça cause. Ça cause des dommages. Il y a des enfants qui arrivent en retard à l'école. Voilà, ils vont entrer dans la grande piscine. Et merci à monsieur le maire de la ville de toutes les manières. Nous sommes reconnaissants pour ces efforts afin que les populations puissent au moins s'enquérir de ce que signifie avoir une piscine municipale. Une piscine olympique sans débourser un franc CFA. Merci Jonathan pour ce magnifique coup de gueule. Malheureusement, nous avons l'impression que tous les jours nous dénonçons, mais la dénonciation ne porte pas ses fruits. Peut-être parce que les Camerounais ont peur d'oser dire également ce qui leur fait mal. Mais Dieu merci, vous êtes là, nous sommes là pour montrer aux yeux du monde, parce qu'il ne suffit pas de parler sans preuve. Là, ce sont des images qui ont été réalisées ce matin. Je dis bien ce matin. Pour démontrer, parce que lorsqu'on le dit, ah, c'est du racontage, ils aiment bavader. Des grosses piscines. Moi-même, ma moto est tombée. Hein. Nous sommes tombés. Donc, quand j'en parle, nous sommes tous victimes. Parfois, il y a même des employés de la mairie de la ville qui sont eux-mêmes victimes, qui tombent. Voilà un peu la situation qu'on vit le matin. Mardi matin. Là, il est 7 heures. 7 heures. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Merci Jonathan. Place donc à la première thématique de ce matin qui nous conduit direct du côté du Tchad. Nous l'annoncions encore il y a quelques minutes avant le coup de gueule. Succès Masra, le leader du parti des transformateurs, semble être en train de transformer le gouvernement tchadien. Alors, après avoir mis sur pied son gouvernement de 30 ministres, hier, c'est une surprise pour les populations déjà qui sont divisées sur cette nomination. Et donc, d'aucuns pensent que Masra est en train de placer ses pions parce qu'il a délogé son ancien secrétaire général des transformateurs à la personne de M. Moustapha Mahamat Masri, qui est devenu aujourd'hui le directeur du cabinet civil adjoint à la présidence de la République en remplacement de Abdel Nasser Garboua. Alors ça vous inspire quoi quand l'on sait que Masra a été
celui-là qui a dit être en exil, qui est revenu, qui a passé le temps à critiquer, à massacrer et bien sûr à calomnier l'ancien gouvernement. Quand il est même rentré, c'était une histoire de père en fils. Subitement, tout change, basculement total. Il fait ami-ami avec Mahamat. Il est nommé, moins de 24 heures après, il a son gouvernement. Et là, il commence à placer parce que est-ce que c'était la seule personne à occuper ce poste? Vous savez, ma soeur Ndedi, c'est un peu la conséquence de la tragédie de l'État néocolonial. Une tragédie qui fait que vous avez des opposants sans conviction, qui sont simplement des manipulations extérieures. Voilà un homme qui nous a crié, hein, il a failli nous casser les tympans avec un refrain. Déby, c'est le fils de Déby, transition dynastique, c'est de père en fils, ce n'est pas une monarchie, nous ne sommes pas une royauté, vraiment il ne faut pas créer de royaume au Tchad. Mais depuis quelques jours, on a l'impression que Masra, il a oublié le nom de Déby. Pour lui, le président a certainement déjà un autre nom. Ah non, quand il regarde, on lui dit, mais c'est Kaka Déby. Il dit non, Kaka, laissez Kaka, c'est tout. On dit Mahamat Déby, il dit non, enlevez Déby, c'est Mahamat. Moi, je connais mon frère Mahamat, c'est tout. Le reste, là, ça ne compte pas. L'intérêt du pays est désormais au centre de mes aspirations. Il a oublié ses revendications d'hier. Il a oublié ces jeunes qui se sont fait massacrer. Il a oublié les familles de ces jeunes, de ces victimes. Qu'il avait entraîné dans les revendications contre la dynastie Déby. Oh, vous vous êtes sacrifié, c'est bien. On a combattu, c'est bien. Le dictateur, c'est bien. Mais je reviens. Et cette fois-là, je change de discours et je me convertis à la nouvelle religion de la monarchie. Oui, moi-même, je deviens un serviteur de la monarchie. Voilà ce que nous dit un peu Masra. Masra, il nous montre qu'il n'a pas de conviction. Il n'a pas de conviction. C'est une classe politique qu'on a observée dans beaucoup d'autres pays. Et c'est cette classe politique qu'incarne Masra dans la nouvelle génération. Et c'est ce que nous insupportons. Mais Masra, nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois. Masra rentre dans un jeu de la géoethnie. D'ailleurs, vous allez voir, quand il copte son secrétaire général, oh, c'est le retour du Grand Sud, le protecteur du Sud est là, il fait venir ses frères, il les met, il dit, allons aussi à la mangeoire, le pays est un gâteau national, on se le partage. Quand les nordistes sont pour eux, nous avons pour nous, on reste calme. Il n'est plus question de l'intérêt du peuple. Voilà la conception politique que défend M. Masra, qui a derrière lui comme coach, artisan de toute l'histoire, les États-Unis, cette dictature mondiale. Il a toujours dit que ses partenaires financiers, les États-Unis, la France et les Britanniques. C'est les États-Unis qui disent au Tchad, si vous voulez avoir encore accès à la caisse, eh bien, vous devez nous servir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Masra qui déterminera les choses. Pourquoi? Parce que Masra, c'est un homme qui a fait, qui a ses cabinets. Il a travaillé beaucoup plus avec les sociétés états-uniennes. C'est un grand économiste. Hein. À l'époque, il disait, il gagne 10 fois ce qu'on peut lui. Quelle est même cette manière de se présenter au niveau de la magistrature? Vous savez, quand un homme politique commence... Il n'a pas faim, en fait. Quand un homme politique commence à vous dire, je n'ai pas faim, sachez qu'il a très faim. Et que sa famille est telle que son stratagème, c'est vous faire croire qu'il n'a pas faim pour mieux se servir. Et Masra incarne cela. D'ailleurs, vous savez que les homologues de Masra dans les autres pays africains, l'un de ses homologues au Cameroun, aime répéter que lui, il n'a pas faim, que lui, il est déjà rassasié, il mange, que vraiment être député, avoir 1 million, c'est vraiment atteindre le haut sommet de la nourriture. Et qu'à ce niveau-là, on ne peut plus avoir faim. Donc, ça rejoint un peu le champ lexical de ce qu'un autre Larbin, Larbin qui a suivi son maître Bayard, Achimbebe appelle la mendication. C'est le champ lexical de la mendication. Une vision politique mendicatoire. Et on regarde tout en termes de je mange, je consomme, la ventriloquence, la ventrocratie. C'est ça, la politique à la Masra. Et c'est ce que Masra incarne aujourd'hui au Tchad. Les populations tchadiennes qui le regardaient hier disaient, voilà un jeune homme qui peut-être veut porter nos aspirations, comprennent, ces populations comprennent
que mais le gars, il était simplement astucieux. C'était un opportuniste qui a usé d'un langage pour flatter les populations du Sud et pour remonter une partie de la jeunesse contre l'establishment et se positionner sur le tard. Mais, nous le disons encore, Masra n'est en fait qu'un pion de l'Occident. Masra ne permet que de mieux asseoir les intérêts de l'Occident sur le territoire du Tchad. Et ces intérêts dans la géoethnie sont clairs. Dans la géoethnie, depuis la mort de Tombalbaye, dans les années 60, depuis la mort de Tombalbaye, on a vu émerger rien que des leaders à consonance tribale avec le même discours que Masra. Quand Tombalbaye était au pouvoir, Tombalbaye qui était sudiste, les Français faisaient dire aux nordistes de Ngoukouni Wedey que Tombalbaye est là simplement pour empêcher les nordistes d'avoir eux aussi accès à l'école. Eh bien, une autre question se pose. Depuis que le Nord a pris sa revanche sur le Sud, est-ce que le Nord du Tchad est si éduqué que le pensait les Ngoukouni Wedey? C'est la grande question. Et je pense que tous les Tchadiens qui nous suivent peuvent y répondre. Si la question de l'élite tchadienne était relative au niveau d'éducation, sous le président Déby qui était un originaire du Nord, même sous le président Hissène Habré et même Ngoukouni Wedey, on n'a pas observé un taux d'éducation fameux dans le Nord. Et donc, la production des élites du Nord ne s'est jamais faite à partir du mécanisme de l'école. Qu'est-ce qui a produit les élites dans le Nord? C'est davantage la guerre. Quand on parle des politico-militaires, la grande majorité, l'écrasante majorité des politico-militaires viennent du Nord. Le Nord a fait des armes son principal mode d'accession aux fonctions de pouvoir, aux fonctions importantes de la République. Quand vous regardez, presque tous ceux qui étaient à côté du général Déby, c'était ses cousins du Nord qui lui faisaient la rébellion. Les frères Edimi, c'était ses frères du Nord. Comme quoi, la France avait fait tenir en Ngoukouni Wedey de faux arguments, ce qu'on appelle des arguties. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dire à Succès Masra par les États-Unis? On lui fait dire que non, les sudistes très instruits, le pétrole vient de chez eux, quand eux ils vont gérer le Tchad, eh bien le Tchad deviendra un paradis. Et d'ailleurs même, le Sud est très peu développé, donc le Sud va mieux se développer quand ça sera un sudiste. Ah, là c'est très intéressant. Ça veut dire qu'actuellement, avec cette nomination du directeur de cabinet, qui est lui-même un proche de Masra, on aura donc le développement exponentiel du Sud qui sera engagé. Que non, ce n'est pas le cas. Ce qu'on va observer, c'est la même prédation des ressources économiques du Tchad. Et on a appris aux hommes politiques tchadiens à faire ce que Masra a su faire ces derniers temps. C'est quoi? La politique est faite de chantage et de surenchère. Donc, dans le champ politique tchadien, le chantage et la surenchère, c'est le premier à toucher à une arme, c'est celui-là qu'on devrait plutôt positionner comme membre du gouvernement. Masra, quand il part en exil, quand vous regardez tous les tweets... Pseudo-exil. Disons même, voilà, on ne sait même pas, on ne sait pas s'il était au Tchad, voilà. Ou il était aux États-Unis. Il était aux États-Unis. Les Américains ont dit bien, tu restes là, hein, tu restes là. Il est un peu comme un petit joujou. Mais il a fait comment pour sortir après avoir fait tuer des jeunes? Bon, comment il fait pour sortir? Ce qu'on a appris et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est sorti grâce à ses contacts qui sont dans l'armée. Bon, je ne sais pas trop. Mais l'armée des militaires tchadiens l'ont exfiltré. Il est sorti, il est arrivé au Cameroun. Au Cameroun, il a transité, il est passé par l'aéroport de Douala. Il a pris l'avion, il est allé en Europe et puis il est remonté aux États-Unis. Donc, enfin, aujourd'hui, on a même son chef de cabinet en question. Oui. La question... Même le secrétaire à la santé. Oui, la question, je vous la pose en fait pour avoir cette réponse. Parce que Masra, c'est pour démontrer à quel point il y a des infiltrés au sein des différents gouvernements tchadiens, de père au fils, parce qu'un opposant ne peut pas critiquer, calomnier, dénigrer un gouvernement et les mêmes services de sécurité de ce gouvernement, mais ce sont les mêmes qui jouent le rôle d'indic et de soutien à un opposant. Parce que s'il a réussi à sortir, c'est avec bien sûr ceux qui gardaient... C'est le concours, il a toujours des personnes là-bas. Mais Masra, il part aux États-Unis.
il ne s'arrête pas de s'intéresser à la vie politique tchadienne, mais il a une manière étrange de s'intéresser à la vie politique tchadienne. Oui. Comme il sait que c'est le chantage et la surenchère, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à menacer son pays. Il dit vraiment, quand on se comporte comme Kaka Déby, ce n'est pas surprenant si on a une rébellion. Ce n'est pas mal quand on a réprimé les populations, que ces populations finalement pratiquent l'autodéfense. Les concepts comme rébellion, autodéfense sont les préalables à la construction d'une lutte armée et donc à la formation de bandes armées. Donc Masra était déjà en train de se positionner lui-même comme un potentiel politico-militaire. Il était prêt à prendre les armes pour aller combattre M. Déby. Alors, à l'époque, on aurait pu dire que cet irrédentisme était dû au fait que M. Déby étant fils de père Déby, le grand maréchal, à qui nous rendons un vibrant hommage, pour son soutien au panafricanisme et pour son engagement panafricaniste à la fin de sa vie, on se dirait que c'était logique d'avoir un Masra remonté contre eux. Mais non, aujourd'hui on constate que ce n'était qu'un discours, une façon de se positionner, une véritable surenchère. Et aujourd'hui que la surenchère a permis de hausser les enchères et de se positionner au plus haut niveau, on voit un Masra calme. Mais il y a aussi d'autres enjeux qui ressortent de cette situation. Ça montre qu'un pays comme la RDC est désormais un pays dangereux. Parce que la RDC, qu'est-ce que la RDC a joué comme jeu? La RDC a joué pour le compte des États-Unis dans le cadre de la pseudo-réconciliation entre Masra et Kaka Déby. Donc, pour nous, la RDC est devenue exactement ces sortes de proxy, d'intermédiaires des États-Unis sur le continent africain. Et ça fait peur. Parce que la RDC est quand même un pays important, l'un des plus importants. Plus de 100 millions d'habitants. C'est l'un des pays désormais qui compte comme une des locomotives de l'économie africaine. Et quand on regarde son potentiel minier, son potentiel en ressources naturelles, on se dit normalement ce pays aurait dû être une puissance qui challenge les États-Unis au lieu d'être simplement ces petits suiveurs que Tshisekedi est en train de devenir. Donc pour nous, la RDC a joué un très mauvais jeu. La RDC permet aux États-Unis de revenir sur nos terres. Et pour nous panafricanistes, puisque nous avons dit que notre adversaire géopolitique, c'est également les États-Unis et tout son bloc de l'OTAN, nous recusons toutes les positions que les États-Unis peuvent avoir sur le continent, y compris celle qui a permis à M. Masra d'être porté comme Premier ministre du Tchad. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces Tchadiens? On appelle à la vigilance, qu'ils soient prudents avec effectivement ce transformateur qui a donc l'art de transformer même ses propres propos. Ben là, c'est ingénieux, hein? Il a transformé. Vous voyez que même le nom du parti, hein, ouais, ça devrait mettre en garde tous les Tchadiens. Hein? Les Tchadiens, maintenant, ils savent que Masra, c'est un traître. Hein? Il transforme tout et il se transforme lui-même. Il peut se transformer en opposant, il peut se transformer en collaborateur, il peut se transformer en tout. C'est un homme qui a une capacité de transformation extraordinaire. Donc, ils ont maintenant peur de ce transformateur. Ils ont peur d'être transformés, surtout en extraterrestres, exactement. Comme les États-Unis ont transformé une bonne partie de leurs citoyens et qui veulent transformer déjà une autre grande partie de la population mondiale en homosexuels, en personnes, comment on appelle ça, des personnes qui ont été, on vous enlève les capacités, en personnes stériles, hein. En personnes stériles, vous voyez les campagnes de vaccination, tout ça, en petit alien, parce qu'on va vous envoyer des faux vaccins qui rentrent dans votre ADN, modifient vos gènes, modifient votre composition génétique et vous transforment à autre chose que ce que vous étiez par le passé. Donc, le grand transformateur qui travaille pour les grands transformateurs, le transformateur qui travaille pour les grands transformateurs, aujourd'hui, tous les Tchadiens sont désormais avertis sur sa situation. Tous les Tchadiens insupportent ce personnage et tous les Tchadiens sont en train de le vomir. Les informations que nous avons recueillies ces dernières heures, c'est qu'au Tchad, de plus en plus, le mouvement panafricaniste est en train de se constituer, un vrai mouvement panafricaniste. Et nous faisons confiance à ce grand mouvement panafricaniste naissant au Tchad pour que dans les jours à venir, ils viennent balayer les transformés d'aujourd'hui.
Merci beaucoup pour ces explications. Je crois que nous allons aller cette fois-ci du côté de la technique pour prendre le flash des informations dans le cadre de la quotidienne de ce mardi. Toute personne qui s'aventurera à donner des pots de vin pour détourner une situation à sa faveur est guettée par les radars de la gendarmerie ainsi que le corrompu. C'est ce qu'a fait savoir le 8 janvier 2024 le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une rencontre avec ses collaborateurs de la présidence du Faso et des services rattachés. Selon le patron burkinabé, 2024 est une année de chasse à la corruption et la fermeté sera de rigueur sur les cas avérés de corruption. Ceci donc, chacun doit faire la mission pour laquelle il a été recruté. De plus, en cette année 2024, il n'y aura pas de cadeau non plus concernant la lenteur administrative. Le chef de l'État invite les différentes structures de l'administration à activer des conseils de discipline pour sanctionner les personnes qui ne se mettront pas au pas, même si cela devrait aller jusqu'au licenciement. Les efforts de la transition s'inscrivent selon lui dans la promotion du développement endogène et la lutte pour la cause des plus démunis dans la société burkinabé. Notons que plusieurs pays font face à ce phénomène grandissant nommé corruption, un système illégal où ce sont les démunis qui sont victimes. Prendre des mesures coriaces pour l'éradiquer dans la société comme l'initiative du président de la transition du Burkina Faso est un acte louable qu'il faut soutenir et en pratiquer autour de soi. Les forces armées du Burkina Faso ne cessent de braver au front. Un missile violent a décimé le lundi 8 janvier 2024 à Yaktibo, une localité située à Ouagaï, au centre-est du pays, des terroristes qui venaient d'arriver pour assister à une réunion. Les vecteurs de l'armée burkinabé les ont repérés quitter la forêt de Nouao en direction de Taktibo, à une vingtaine de kilomètres. Ils vont suivre les criminels jusqu'à leur point d'arrêt sous un grand arbre où ils ont attendu d'autres compères. Un missile d'une violence inégalée va se détacher du ciel et venir frapper les acolytes. L'arbre, ses occupants et leur logistique vont fondre pendant que les terroristes qui montaient la garde vont prendre leurs jambes à leur cou. Plus tôt ce week-end, dans la zone de Barani, les vecteurs aériens ont neutralisé également des malfaiteurs à quelques lieues de leur base. Les informateurs de l'armée ont eu vent de la présence des terroristes sous un grand arbre à une dizaine de kilomètres de leur base. Alertés, les vecteurs aériens ont eu des renseignements à leur sujet puis se mettent immédiatement en position de frappe. Les assassins vont disparaître sous le coup d'un puissant missile qui va enflammer leur cachette. Les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent au Burkina Faso afin de libérer le pays du joug du terrorisme. Le train est mis en marche. Le gouvernement tchadien est plus que déterminé à apporter des solutions aux préoccupations des populations et aux difficultés auxquelles sont confrontés le pays. Axé sur des questions de développement et de stabilité du pays, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu le lundi 8 janvier 2024 au palais Toumaï et présidé par le président de la transition, le général Mahamad Idriss Déby Itno. Cette réunion a permis aux convives de discuter sur des questions liées aux défis actuels auxquels le pays est confronté et d'élaborer des stratégies pour y faire face. De plus, cette action du gouvernement témoigne de l'engagement du leadership envers la prise de décisions cruciales pour le développement et la stabilité du pays. La convocation d'un conseil extraordinaire des ministres montre que les autorités sont attentives aux besoins urgents du pays et qu'elles cherchent à agir rapidement pour les résoudre. Au total,
4 points cruciaux ont été abordés, notamment le projet de loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'Agence nationale de gestion des élections, créée à l'issue des recommandations du dialogue national inclusif et souverain, ainsi que la proposition d'une nouvelle institution qui servira de médiateur de la République, et enfin la participation des chefferies traditionnelles au règlement non juridique des conflits. Cette rencontre des ministres révèle l'importance accordée par le chef de l'État tchadien à la bonne gestion des affaires nationales, dans l'espoir que les décisions prises lors de ce Conseil contribueront positivement au progrès économique et social du pays. 2 milliards de dollars. C'est le montant destiné à résoudre les arriérés de paiement des devises pour des contrats de change à terme. Une initiative annoncée par la Banque centrale au Nigeria, dévoilant ainsi son intention de régler la dette du pays. Une annonce rendue publique le 8 janvier 2024. Cette action permettra donc de renforcer la stabilité économique du pays. En plus de restaurer la confiance des investisseurs, cela favorisera une augmentation des réserves de change au Nigeria selon les autorités bancaires du pays. Représenté comme la première économie d'Afrique, le Nigeria est victime depuis plusieurs années de déséquilibres économiques. Une situation qui a considérablement entravé le développement de l'économie du pays, causant ainsi la chute du prix du pétrole, principale source de revenus du pays. Une situation qui s'apparente à une inflation accrue, accentuant ainsi les pressions sur les marchés de change, cause des arriérés dans le règlement des contrats de change à terme. Consciente des enjeux économiques et financiers auxquels fait face le Nigeria, la Banque centrale a consenti un investissement massif de près de 2 milliards de dollars au cours des 3 derniers mois de l'année 2023 pour régler la question de ces arriérés. Selon l'analyste économique Aboudrahman Koulibaly, le déficit monétaire au niveau de la balance des paiements par rapport aux encours de dollars américains constatés au niveau de la Banque centrale du Nigeria pourrait être justifié dans plusieurs raisons. Des raisons d'ordre endogène et exogène. Au plan endogène, on peut citer la baisse du cours du baril du pétrole. Sur le plan exogène, la crise énergétique en Ukraine a créé une crise énergétique énorme au Nigeria. Le Nigeria est également confronté à une inflation galopante. Au-delà de ces faits, il y a la corruption au sein même de cette banque centrale. Il faut rappeler qu'en fin décembre 2023, les réserves d'échange du Nigeria ont atteint leur plus bas niveau en 6 ans, à 32,87 milliards USD en raison de la chute du Naira. L'unité locale a perdu plus de 50% de sa valeur en 2023, aggravée par la baisse de la production pétrolière. Ainsi, cette décision de la Banque centrale du Nigeria, en plus de restaurer la stabilité économique et de réduire les pressions inflationnistes, démontre la volonté de l'institution de soutenir la monnaie nationale, le Naira. De retour sur ce plateau, sachez-le, vous êtes sur Panafrican Média pour une Afrique souveraine et unie. Le programme, c'est la quotidienne à suivre donc du lundi au vendredi, une fois qu'il est 8 h heure d'Afrique centrale, 7 h heure d'Afrique de l'Ouest. Et donc place à la deuxième thématique de ce matin. Nous sommes toujours en compagnie de notre consultant permanent, Monsieur Jonathan Batengene. Alors là, nous parlons du sport dans l'un des sports les plus prisés de l'oligarchie
occidentale. Il s'agit bien sûr des campagnes de sabotage médiatique à l'endroit de certains chefs d'État qui ont donc décidé de tourner le dos à leur politique malveillante, assassine et surtout criminelle. Et donc, depuis quelque temps, c'est le président Faustin Archange Touadéra qui est donc pris pour cible par ces médias mainstream qui justement servent les États-Unis d'Amérique. Vous avez certainement entendu parler de cette fausse information comme quoi M. Touadéra serait déçu de sa collaboration sécuritaire avec la Russie et voudrait que ce qu'ils ont appelé Wagner, les paramilitaires russes, déguerpissent et que M. Touadéra travaille plutôt avec une autre société privée de sécurité, Bancroft, américaine. Déjà, ça demande que nous posions un préalable. Il faut qu'avec tous les panafricanistes, on soit vraiment dans le même bain. Pour beaucoup de panafricanistes, le monde multipolaire signifie être avec la Russie. Et quand tu es avec la Russie, tu n'es plus avec personne d'autre. Ce n'est pas vrai. Toutefois, il faut reconnaître que le monde multipolaire émerge avec un accent particulier. C'est celui porté par la Russie. C'est-à-dire que la Russie est l'un des piliers du monde multipolaire. À côté de la Russie, vous avez la Chine. Vous avez l'ensemble des pays des BRICS. Mais vous avez aussi d'autres nations qui avaient une doctrine qu'ils appelaient la diversification des partenaires, qui est également une doctrine qui rentre dans ce qu'on appelle une vision multipolaire. Le monde multipolaire s'oppose donc, c'est-à-dire cette capacité de diversifier les partenaires, s'oppose à ce qu'on appelle le monde unipolaire. Qu'est-ce que le monde unipolaire? Le monde unipolaire, c'est un peu ce que certains panafricanistes font. C'est dire, tu dois juste être avec la Russie. Dans cette perception, on entre dans un monde qui risque d'être cloisonné entre deux espaces, l'Est et l'Ouest. Ça rappelle la fameuse guerre froide. Et ça arrange l'Occident. Pourquoi? Parce que quand l'Occident sait qu'il y a un adversaire qui est l'Est, et eux, ils incarnent l'Ouest historique, l'Ouest géopolitique, dans leur conception, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'écraser l'Ouest. Donc, pour eux, même en empêchant la diversification de partenaires, ils vont passer cela sous le coup d'une guerre hypothétique, imaginaire, Est-Ouest. Et c'est jouer le jeu de l'Occident. L'Occident veut que nous ayons dans nos têtes que soit on est à l'Est, soit on est à l'Ouest. Une manière de nous obliger et de nous forcer à être avec eux. La vision multipolaire s'émancipe de ces conceptions. Dans la vision multipolaire, vous avez vu par exemple le Burkina. Le Burkina n'a pas immédiatement signé un accord de coopération militaire avec la Russie dès qu'ils ont fait la révolution. Mais ils ont bénéficié de la coopération militaire russe. Ils ont diversifié, ils sont allés au Venezuela. Pendant que d'autres allaient en Iran, eux ils étaient au Venezuela. Après le Venezuela, ils sont allés voir d'autres pays, le Nicaragua. Ils sont redescendus en Iran. Ils sont allés en Corée du Nord. On était surpris de voir que dans le matériel militaire burkinabé, il y avait du matériel nord-coréen. Ils sont même allés en Turquie, qui est une puissance de l'OTAN, qui joue un jeu trouble sur le terrain ukrainien. Le monde multipolaire, c'est aussi ça. La Russie même, qui incarne le mieux le monde multipolaire, entretient une relation ambiguë pour beaucoup de personnes, mais une relation cohérente avec sa position multipolaire avec des pays comme la Turquie, qui pourtant fournissent à l'Ukraine, avec lequel la Russie est en guerre, des drones Bayraktar TB2, et même bien plus, la Turquie envisage de créer sur le territoire de l'Ukraine des unités de montage de drones et de matériel stratégique de guerre. Comme quoi, la Turquie assume son partenariat avec l'Ukraine. Et pourtant, ça ne gêne pas Moscou.
Souvenez-vous encore, Moscou avait proposé aux Européens un partenariat au-delà de sa crise avec l'Ukraine. C'est les Européens qui ont botté en touche les propositions de Moscou. C'est les Européens qui se sont coupés. D'ailleurs, la Russie l'a toujours dit. C'est les Européens qui ont refusé le partenariat avec la Russie. Et c'est les Européens eux-mêmes qui ont adopté une posture suicidaire. Comme quoi, la vision multipolaire est une vision émancipée des guerres hypothétiques entre l'Est et l'Ouest. Mais ce n'est pas une vision qui vous éloigne des véritables centres, des véritables axes de votre diplomatie, c'est-à-dire la définition de vos adversaires géopolitiques, l'élimination de vos ennemis géopolitiques et la guerre avec ceux qui vous font la guerre. C'est un principe c'est des principes de relations internationales. Vous n'allez pas aller provoquer des guerres avec ceux qui ne vous font pas la guerre. Dans le cadre donc de la Corée du Sud, de la République centrafricaine et des États-Unis. Les États-Unis avaient une base militaire au Centrafrique ouverte en 2012. Officiellement, c'était une base qui visait à combattre les rebelles ougandais et à pourchasser le chef de cette rébellion ougandaise qu'on appelait la Lord Resistance Army, LRA, avec comme chef Joseph Kony. Les États-Unis avaient envoyé des forces spéciales pour pourchasser ce Joseph Kony, qui était accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, exactions, élimination extrajudiciaire, un ensemble de charges qui visaient à le traduire devant ce qu'ils appellent la Cour pénale internationale et que nous appelons un machin. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, contre toute attente et sans avoir mis la main sur Joseph Kony, les États-Unis vont fermer leur base à l'est du Centrafrique. Et quand ils ferment cette base, le Centrafrique, quelques jours plus tard, va signer un accord avec les Russes qui vont envoyer mais comment comprendre ce rétropédalage, Jonathan Batté? Pour beaucoup de personnes... C'était une façon au départ, fermer la base, c'était pour faire ramper la République centrafricaine? Non, déjà les militaires états-uniens n'étaient pas en Centrafrique pour une coopération militaire bilatérale avec le Centrafrique. C'était pour une mission, nous avons précisé, c'était chercher Joseph Kony. Et sans avoir arrêté M. Joseph Kony, ils se sont rebiffés, ils ont quitté le territoire du Centrafrique. Les États-Unis disent, le département d'État dit qu'officiellement, il n'a pas été lié aux négociations qu'il y a eu avec ce qu'ils appellent Bancroft. Officiellement. L'ambassade des États-Unis à Bangui n'a été à aucun moment mêlée à ces négociations. Bancroft a agi directement avec celui qu'on appelle Michael Stock, qui est son président, directeur général, et un agent sud-africain qui est d'origine française, M. Rouget. Il était un des collaborateurs du mercenaire Bob Denard. Ils ont travaillé au niveau des Comores et d'ailleurs, M. Rouget a dû faire la prison pour des faits qui lui ont été reprochés au niveau des Comores. Dans leur entente avec les autorités centrafricaines, il est question de la formation des gardes miniers et des gardes forestiers, qui sont un des dispositifs de sécurisation en Centrafrique. Mais simplement, c'est ce qu'on appelle des dispositifs légers. Ce n'est pas des dispositifs qui sont lourds, c'est des dispositifs légers. Ceux qui forment le dispositif lourd sont compris les Russes, les Rwandais, les Camerounais, les Ougandais, les Burundais, parce que c'est là où on forme les unités spéciales et les unités lourdes de l'armée centrafricaine. Actuellement, il y a la formation en cours des unités blindées de l'armée nouvellement créée de l'armée centrafricaine. Au niveau du Conseil de sécurité du Centrafrique, les Russes ont un titre de membre permanent, c'est-à-dire qu'aucune décision en matière de sécurité ne peut être prise en Russie, en Centrafrique, sans l'accord des militaires russes présents au Centrafrique.
la sécurité du président Touadéra est directement assurée par les Rwandais et les Russes. Je parle de quelque chose qui a été observé de visu et de quelque chose qui est connu de tous les experts sur le Centrafrique. Maintenant, les hommes de Bancroft qui vont former les gardes miniers et gardes forestiers ont une résidence sur leur lieu de travail dans le quartier Bellevue, dans le 7e arrondissement de Bangui. Et pour ceux qui connaissent Bangui, à Bellevue, vous êtes à quelques pas de toutes les bases de la MINUSCA et particulièrement des bases des forces de police de l'armée camerounaise. Donc à Bellevue, vous êtes également sous un certain contrôle des pays qui sont proches du Centrafrique. Alors, comment se fait-il que d'abord, dans la campagne des informations, on nous dise que, au lieu d'informer clairement le public que que les Américains sont dans une maison cossue de Bellevue, dans une belle maison, une belle résidence. C'est là aussi leur bureau, c'est aussi là, de là qu'ils vont partir pour les lieux de formation qui vont leur être attribués. Qu'est-ce qu'il y a à raconter au public, et c'est ce qu'on lit dans la presse, qu'ils sont plutôt en train de démarcher pour avoir une base de drones, et surtout une base la sécurité d'observation. Voilà un peu de la désinformation qui est subtilement véhiculée. Et cette désinformation a une source principale, qui est connue. Cette source, c'est la DGSE française, qui ici travaille directement avec le département d'État états-unien. Nous allons dire pourquoi. Le département d'État états-unien a un lien fort avec Macron. C'est Blinken. Blinken et ses réseaux à la Maison-Blanche qui ont travaillé à l'élection de M. Macron. C'est Blinken qui est également l'un des co-responsables de la tricherie électorale qui a remis Macron pour son deuxième mandat en France. Blinken est francophile. C'est-à-dire que Blinken est un francophone également. Blinken a de fortes relations avec la mafia de la France-Afrique. Blinken, proche également des Clinton qui font dans le trafic des diamants. Beaucoup d'hommes d'affaires proches de Blinken sont des trafiquants de diamants. La DGSE française s'acoquine donc du département d'État états-unien parce que ici, Bancroft est un test que le Parlement états-unien, contrôlé par les républicains, a posé dans la relation avec le Centrafrique. Parce que le Centrafrique, lorsque il y a eu des rencontres entre les officiels centrafricains et les officiels états-uniens, le Centrafrique a expliqué aux États-Unis que vous aviez une base chez nous, nous ne vous avons jamais chassé. Vous êtes partis de notre pays sans aucune explication. D'ailleurs, la relation fallacieuse pour laquelle vous y étiez, parce que nous la considérons comme telle, cette raison n'a jamais été satisfaite, mais vous êtes partis du pays. Et aujourd'hui, vous nous opposez que nous avons un rapprochement avec la Russie en contradiction avec vous. Eh bien, nous ne sommes pas en contradiction avec vous. Nous vous mettons au défi de choisir un domaine de coopération et nous allons collaborer. Cette situation a porté à faute, a discrédité tout l'argumentaire du département d'État devant le Congrès qui visait à faire croire que le Centrafrique est une sorte comment on appelle, de proxy de la Russie sur les territoires africains. Et là, aujourd'hui, ça crée une autre controverse au niveau des États-Unis. Parce qu'au niveau du Parlement, avec l'action qu'a posée le président Touadéra, le département d'État étant confondu, tous les arguments et les arguties de Paris qui remontaient par le département d'État vers la Maison-Blanche sont court-circuités par le Congrès états-unien. Maintenant, que fait Paris? Paris veut créer un réel incident diplomatique entre la Russie et les États-Unis en Centrafrique en instrumentalisant une pseudo-guerre qui existerait sur le territoire du Centrafrique entre Américains
et russe. Voilà en fait le nœud de l'histoire. C'est une intrigue nouée par la DGSE française avec ses collaborateurs de la CIA, avec leurs collaborateurs de la CIA au niveau du département d'État et qui vise simplement à créer une brouille qui va rendre crédible la thèse que porte le département d'État en complicité avec l'État français, suivant laquelle il y a une guerre géopolitique entre la Russie et les États-Unis sur les territoires africains. Alors, Jonathan, tout comme vous, il y en a qui estiment que c'est indéniable aujourd'hui que la montée en puissance de la Russie, c'est-à-dire pour justifier le mensonge fabriqué, parce que ces médias mainstream font savoir que le président est déçu de sa coopération militaire. Sauf que un président qui est déçu, qui est parvenu à se séparer de la France par le concours de la Russie, un président déçu, où aujourd'hui l'administration fonctionne, l'école fonctionne, le travail ça va, les jeunes vont en cours, c'est sécurisé, de moins en moins il n'y a même plus d'attaques dans certaines contrées, comme ça a été le cas à l'époque de la présence française depuis que les Russes sont là, qu'on le veuille ou pas. Un président qui serait déçu après que les FACA aient reçu une formation professionnelle des paramilitaires russes. En fait, c'est pour expliquer à nos téléspectateurs qu'il faut parfois savoir raison garder soi parce que c'est un média français qui a dit qu'automatiquement, c'est le vécu sur le terrain. Je vous donne même une autre parce qu'il faut laisser des petits biscuits à nos téléspectateurs. Oui. Hier, il y a eu un affrontement au nord-est de la RDC. Des combattants armés par la junte française, des combattants de la CPC, ont eu un accrochage sérieux avec les forces de défense centrafricaines. Le bilan est sans appel, une trentaine de terroristes ont été neutralisés. Et qui était encore aux premières loges? C'était les combattants russes. En fait, les Russes n'ont apporté au président Touadéra que de la satisfaction. Et pour la petite histoire, le vice-ministre de la Défense russe était en visite au début du mois de décembre dans sa tournée africaine à Bangui. Il a discuté d'une augmentation du personnel militaire russe en Centrafrique via le dispositif de sécurité actuellement disposé. Ce dispositif va passer de 1000 hommes à 2000 hommes. C'était l'effectif le plus important en 2021 lorsque les Russes ont opéré une montée en puissance dans l'offensive contre les terroristes de la CPC. Les 2000 hommes russes vont préparer le terrain pendant la construction de la grande base militaire russe qui est en cours aujourd'hui au Centrafrique. Et cette base militaire va accueillir dans les prochains mois 5000 à 10 000 hommes. Nous tenons à préciser que c'est la plus importante base militaire russe à l'extérieur. Ça sera une base avec des capacités qui n'ont pas encore été communiquées, c'est-à-dire que tout est encore confidentiel. Ça veut dire qu'on aura certainement du dispositif de dernière génération qui va être disposé au niveau du Centrafrique. Il faut aussi préciser une chose. Les Français, ils font dans leur froc parce que ils ont vu les Russes procéder à une intimidation inédite sur le territoire africain. Vous avez souvenance, en 2020, avant les élections présidentielles, les Français avaient fait courir des bruits de bottes dans la capitale Bangui par l'intermédiaire de ce trouillard qui s'est fait passer général, mais qui lui-même a conscience que ce n'est qu'un général d'opérette. Ce criminel de guerre, criminel contre l'humanité recherché par la justice internationale et la justice centrafricaine. Cet exilé de force que le FBI a baladé comme un malpropre depuis N'Djamena jusqu'à Bissau, M. François Bozizé. Ce dernier, avec ses hommes, avait reçu un tel soutien de Paris que Paris était prêt à faire décoller des mirages, des rafales, pardon, pour venir intimider l'armée centrafricaine, sachant que l'armée centrafricaine n'a pas de matériel
de défense antiaérienne à cette époque. Qu'ont fait les Russes? Tout Bangui se souvient. Les Russes ont fait atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Bangui 2 Su-57. C'est les derniers chasseurs russes flambant neufs. Et quand les Français ont vu les Su-57, ils ont compris que le Rafale n'avait plus d'avenir dans l'intimidation en Centrafrique. Ils ont fait profil bas. Aujourd'hui, ils se cachent derrière Blinken. Ils essaient de manœuvrer avec Blinken, mais c'est peine perdue. Et nous savons que la campagne a été très poussée, a été mise à contribution. Tous les réseaux que contrôle Blinken, notamment ICFJ, qui est International Center for Journalism, et cette organisation proche qui est membre du World Economic Forum, avec un journaliste très connu au niveau du Bénin, Vincent Deguenon. Vincent Deguenon qui... Un vrai guenon, ce mec. Un véritable... Excusez, bon, mais on ne peut pas tirer sur nous comme, comme d'autres tirent sur nous. Laissons lui l'image. Mais Vincent Deguenon a commis sur Bénin Web TV un article, un véritable torchon. Hein, quand on se souvient que ce dernier a été pris reporter, je ne sais pas comment on fait pour donner des prix. Des prix à certaines personnes. À certaines personnes. Hein. Le copinage intellectuel au niveau élitiste, surtout dans l'endocolona, est tellement nauséabond que parfois, vous voyez de la pitrerie transformée en excellence. Hein. Et voilà un peu ce qu'incarne Vincent Deguenon, qui s'est livré à une basse besogne, où il vient dans un article dénué de faits, hein, avec une construction imaginative digne d'un Philippe de Villiers dans ses SAS. Hein. Vous vous souvenez des SAS où on faisait une intrigue, on vous construisait une intrigue avec un Malcoling. Et là, quand vous voyez Vincent Deguenon dans les rôles de Philippe de Villiers, vous avez l'impression que l'imagination fertile du journalisme occidental est parfois contagieux en Afrique chez ceux qu'on présente comme les professionnels. Il construit alors là des plus grandes pitreries. Hein. Il dit que vraiment il y a un tel en Centrafrique qui serait proche des Américains, c'est lui qui amènerait. Et dans l'entourage de Touadéra, on a les pro-américains, les pro-russes, les pro-États-Unis qui sont là ici. Ils veulent même parfois se gifler dans les couloirs de la présidence. Mais c'est perdre de vue une chose. La réalité en Centrafrique, c'est le président Touadéra qui impulse une vision de diversification, de partenariat. Il a réussi à mettre dos à dos ses adversaires. Il a réussi à confondre les ennemis du Centrafrique en montrant que le Centrafrique est un pays de coopération multipolaire. Tous les pays du monde peuvent coopérer avec le Centrafrique. Mais comme l'avait dit le président Assimi Goïta, dans sa définition de la ligne rouge, vous ne pouvez coopérer avec le Centrafrique que si vous respectez sa souveraineté. Donc les États-Unis eux-mêmes pourraient coopérer avec le Centrafrique si et seulement si ils respectent la souveraineté du Centrafrique. Sauf, et c'est là peut-être l'une des craintes légitimes de tout le bloc panafricaniste, sauf qu'on sait que les États-Unis sont les champions de violation de la souveraineté des autres pays. Et à ce titre, nous partageons bien cette vision suivant laquelle le président Touadéra devrait un peu revoir cette affaire d'États-Unis. Tout à fait. Nous aussi, on pense comme ça. Oui. Il faudrait revoir cette affaire. Les États-Unis, c'est pas... Surtout qu'en matière de sécurité, moi, je ne vois pas de quoi est-ce qu'ils peuvent se montrer encore plus capables que les Russes. Mais M. Batengene, c'est-à-dire, est-ce que le véritable intérêt de ce rapprochement sécuritaire, parce qu'ils arrivent, ce que leur propose le président Touadéra, pour moi je dirais c'est de la mie de pain, aller former des gardes-côtes ou encore des braconniers, c'est de la mie de pain, mais les États-Unis acceptent quand même ça. Qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière les États-Unis, comme je vous expliquais, les États-Unis se disent qu'ils peuvent organiser de la contrebande des minerais. Il y a surtout, hein, parce qu'aujourd'hui, on laisse aux Russes de sécuriser les mines de diamants, les mines d'or. Les États-Unis, dans leur contrat, nous avons eu quand même quelques indiscrétions.
Les États-Unis disent qu'eux, ils veulent former ceux qui vont sécuriser les mines de cobalt, de coltan, de lithium, de vanadium. Donc, allez voir un peu ce qui se cache. De l'époque de la France, ils n'ont pas proposé cela. Oh, bon là, on se pose beaucoup de questions. Et puis, il faut savoir que M. Rouget, c'est un vulgaire petit bandit. Hein? Donc, c'est un vulgaire petit bandit. Il faut que le président Touadéra fasse quand même attention à ce genre de petits voleurs en col blanc qui se pointent devant lui. M. Rouget a eu beaucoup de problèmes pour des questions de trafic de matières premières. Il est un homme qui ne sait pas se tenir à carreau, il n'est pas discipliné, il n'a pas une vie organisée. Ça, c'est très inquiétant. Il faudrait que le président Touadéra crée véritablement un cadre qui permette au Centrafrique de sécuriser ses ressources et ne laisse pas à ces gens de contrebandiers de faire le lit de leur activité en Centrafrique. Il y a un autre élément qui explique cette présence états-unienne. Les États-Unis ont des contrats d'exploitation minière qui sont en cours actuellement au Centrafrique. Sur les 9 derniers qui avaient été dispensés, 4 avaient été octroyés aux sociétés états-uniennes. Donc, vous savez qu'ils ont parfois un principe de préférence en matière de sécurité. Les États-Unis aiment se faire sécuriser par des gens qu'ils maîtrisent. Donc, le président Touadéra, pour leur donner aussi des garanties à ce niveau, a certainement accepté de faire former le personnel centrafricain par le personnel états-unien en leur disant peut-être avec eux vous n'allez pas dire que c'est les Wagner qui les ont formés. Mais est-ce qu'ils ne voient pas que c'est quand même une insulte? Une insulte technique et professionnelle. Les panafricanistes devraient aussi comprendre. C'est vraiment une broutille qui leur est lancée. C'est une miche de pain, comme vous avez dit, mais c'est aussi une manière de dire venez vous essayer, on vous observe. Par pitié, venez quand même. On vous observe. Vous avez tellement pleuré. Voilà, en fait c'est aussi ça, Et bon, les panafricanistes doivent prendre ça comme tel. Ils doivent comprendre que le président Touadéra est dans une démarche stratégique. Il ne peut pas brader la souveraineté du Centrafrique. Il y a d'autres pans qui sont actuellement protégés, préservés. Il y a des pans stratégiques qui sont actuellement en développement avec la Fédération de Russie. Et bien sûr, les Russes, ça se fait sous le contrôle, sous l'œil vigilant des Russes, qui ont un droit de regard également sur ce pan de la coopération du Centrafrique. Ces derniers apportent du conseil au président Touadéra, même la coopération avec le Rwanda. Pour la petite histoire encore, Macron, au plus profond de sa contradiction avec le président Touadéra, a essayé même de passer par Kagame. Est-ce que vous savez que le problème du M23, c'est aussi parce que Kagame a refusé de mouiller dans les pitreries de Macron? Oui. Ben voilà. Donc, les Français, déçus à tous les niveaux. C'est un peu comme le jour où vous sentez que vraiment l'affaire est gâtée pour vous. Vous dites, si je ne gagne pas, il vaut mieux que ça gâte, ça gâte. Donc maintenant, il faut mettre le feu, allumer le feu, créer des pseudo-guerres, créer des pseudo-ennemis. La CPC, ça a échoué. Toutes les rébellions sont mises KO. L'ambassadeur de France, il est désormais petit garçon à Bangui. Vous voyez, quand il y a des conférences à Bangui, moi j'ai eu la chance de voir ça au Parlement. Vous voyez les représentants de la coalition de l'opposition républicaine. C'est comme ça que la coalition proche du parti au pouvoir, du régime Touadéra, c'est comme ça que cette coalition se fait appeler. Cette coalition républicaine, quand qu'elle prend la parole dans un espace public, elle a toujours des petits biscuits pour l'ambassadeur de France. Et eux, ils n'ont pas peur. Ils le disent surtout avec cet opposant très remarquable. C'est un avocat. Il a un franc-parler remarquable. C'est un monsieur qui ne mâche pas ses mots. Il appelle chat, chat. Donc, quand il veut nommer ceux qui faisaient les problèmes du Centrafrique, il disait, les Français, devant l'ambassade de France, vous voyez à quel point c'est ridiculisant. Donc, ils sont un peu remontés par cette situation où désormais le ridicule à Bangui, c'est leur quotidien. Les Français, ils sont obligés comme ça, ils se rabattent sur la désinformation, la manipulation de l'information, la construction de contradictions imaginaires, la construction d'un conflit imaginaire. C'est ça la France finalement. C'est quand même terrible, Batengene, tous ces liens-là. C'est-à-dire, nous avons des proches qui savent le combat que nous menons. Quelqu'un m'envoie des messages
Il m'envoie juste le lien. Voilà ce qu'on dit. Votre président là, quel mathématicien même, c'est quoi ça? Ça dit, ça vient de partout. Alors du coup, quand tu commences à répondre, vous défendez, vous êtes toujours comme ça. Et la chose qui choque, en tout cas, c'est l'élève du doyen. C'est les mêmes gens. Oh. Et du coup, je me dis, mais le mal est profond. Il faudrait, malheureusement, les Africains ont un problème avec la lecture. Ils aiment, c'est un constat, hein, ils aiment le populisme. Prêt à consommer. Le populisme. Oui, on l'a dit. C'est-à-dire, dès qu'on a flashé, oh, voilà. l'on s'en tient à cela, personne ne veut rentrer en profondeur. Pour analyser. Pour analyser. Et pourtant, nous, tous les jours, nous présentons des faits. L'entrée de certains militaires, la sortie, comment ça se passe. Soit, je vais le dire, soit ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre le film ou les films, les scénarios qui sont dessinés et qui sont présentés par vous, les analystes, présentés justement par des journalistes panafricanistes, parce que nous prenons le temps d'investiguer et de vous rendre compte. Alors, normalement, vous ne devez pas être surpris lorsqu'on vous dit c'est fake. Mais vous acceptez parce que ce sont les Blancs. Et ma soeur dit, il y a même un autre grand problème dedans. Oui. Depuis quand votre adversaire, votre ennemi vous informe? Si votre ennemi vous dit quelque chose, sachez qu'il y a un piège à l'intérieur. Il vous dit que voilà mon ennemi. Vous êtes l'ennemi de quelqu'un, Madame Dedi. Et moi, je suis votre enfant, je marche. Et l'enfant dit, ta mère a dit que... J'ai dit, mais celle-là, elle veut m'informer sur ma mère. Donc, et pourtant, vous savez qu'elle vous veut du mal, comme elle veut du mal à votre mère. Oui. Et vous êtes quand même tenté de dire, ah, peut-être que... l'ennemi m'a prévenu contre ma mère. Mais non, il veut vous remonter contre votre mère. Pourquoi? Parce que l'intention est toujours la même. Créer entre vous la zizanie pour pouvoir s'infiltrer et faire son sale boulot, l'accomplir tout bonnement. Donc ici au Centrafrique, c'est exactement le même procédé. La DGSE française, ses alliés de la CIA, parce qu'aujourd'hui, nous avons une meilleure connaissance. Ce que nous disons, nos frères panafricanistes, soyez un tout petit peu patient, parce que le temps d'une investigation, ce n'est pas le même temps. Ce n'est pas 2 secondes. Voilà. Ce n'est pas le même temps que fabriquer un fake news. Une fake news. Nous allons venir ici, parfois on vous rend ce que nous avons pris le temps de recouper plusieurs fois avant d'avoir l'information première, la source, avant d'avoir toutes les méandres de l'histoire. Donc, laissez-nous aussi un peu de temps. Ne soyez pas pressés. Pour l'instant, nous avons découvert notre ennemi géopolitique qui s'appelle les États-Unis. Oui, vous avez raison. Mais pour l'instant aussi, nous sommes au regret de vous dire que si quelqu'un a entièrement connaissance des techniques qu'utilisent les États-Unis en matière de déstabilisation, c'est que vraiment ce dernier serait la bienvenue sur nos plateaux. Nous serions enchantés. Même la France ne maîtrise pas tout ce que font les États-Unis. Les États-Unis font dans beaucoup de manipulations. Et la guerre que nous ouvrons, voilà, la guerre que nous faisons avec les États-Unis, nous devons aussi être un tout petit peu comme les Poutine. Poutine, vous avez vu, il a un moment joué le jeu même des États-Unis. Il a même dit, je vais entrer dans l'OTAN. En 2006, c'est ce qu'il avait, dit. Non. Il a dit, j'entre dans l'OTAN. Quand on lui a dit, tu ne peux pas entrer dans l'OTAN, il dit, bon, si je ne peux pas entrer dans l'OTAN. Mais en fait, depuis là, vous me bêtez. Vous avancez d'1 centimètre tous les jours vers ma maison. Je vous vois venir. Je vais vous dire donc, il y a une ligne que je fixe ici, là. Et cette ligne-là, si vous franchissez cette ligne, vous allez voir que désormais, je vais répondre coup pour coup. Donc, Poutine a pris un certain temps pour poser des actes. Aujourd'hui, en Afrique, on a découvert les États-Unis. Vous avez vu que les États-Unis, au niveau du Niger, ils ont baissé d'intensité leur travail d'espionnage. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont créer des bases au Ghana, en Côte d'Ivoire, pour intensifier encore cet espionnage. Ça nous permet de mieux comprendre comment ils fonctionnent, avec qui ils fonctionnent, qui sont leurs amis, pourquoi, comment on va le faire. Nous savons qu'au Centrafrique, ils sont en face, ils sont en RDC. Et le Centrafrique a besoin de reconstruire son dispositif sécuritaire. Chers téléspectateurs, c'est vital pour le Centrafrique. C'est un pays qui était à genoux. Ne nous trompons pas d'ennemis. Le président Touadéra est effectivement un panafricaniste dans l'âme. C'est un combattant panafricaniste. Il est souverainiste comme nous tous.
et il ne bradera jamais à aucun prix la souveraineté du Centrafrique. C'est bien à savoir et surtout à marteler pour que nul n'ignore justement la vérité dans cette ingérence forcée des États-Unis. Mais à même temps, l'enfant se demandait jusqu'où est-ce que cette force états-unienne pourrait aller pour atteindre ses objectifs. Peut-être assassiner, simuler un assassinat à la personne du président Faustin Archange Touadéra, comme ça a été le cas avec le maréchal Idriss Déby Itno. Bon, à ce niveau, d'abord, le président Touadéra, lui, ne va pas à la guerre. S'il y a la guerre, lui, il ne va pas là-bas. Mais il n'a pas peur. Parce que quand il y a eu les combats jusqu'à quelques kilomètres de sa maison, à 2 kilomètres de sa maison, à Damara, il est resté serein. Il a pris ses épouses, il leur a dit, nous allons simplement prier notre Dieu, le vrai Dieu, et nous allons attendre qu'il nous libère. Et ainsi, les soldats rwandais qui étaient allés à la poursuite dans la contre-offensive héroïque contre les rebelles de la CPC ont réalisé l'exploit de repousser plus de 2 milliers d'hommes. Les rapports que nous avons pu recouper au niveau du Centrafrique sont effroyables sur cette contre-offensive. Et ce n'est pas le moment d'en parler. Sauf que c'était pour démontrer à quel point ce n'est pas un homme qui a peur. Il ne craint pas pour sa vie. Le président Touadéra au Centrafrique depuis 1985. Il n'a jamais bougé du pays. Il n'a pas fui pour aller dans un autre pays. Il y est toujours. Pour lui, le Centrafrique, c'est sa terre. Il y est enseignant à l'université de Bangui. Toutes les guerres qu'il y a eu au Centrafrique, il était là. Il n'a pas fui. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un couard, comme le peureux criminel de guerre, criminel contre l'humanité, exilé contre son gré, trimballé depuis N'Djamena jusqu'à Bissau par les soldats du FBI. Et dans quel état? Il avait porté juste une chemise, une vulgaire chemise. Il sortait de son bain avec une culotte. On nous dit certainement les shorts anglais là. Il avait une chemise, un short anglais. On l'a balancé comme un vulgaire malpropre dans un hélicoptère jusqu'à Bissau. C'est à Bissau qu'on lui a donné quelques pantoufles pour qu'il ne marche pas pieds nus. Et qu'il entre dans la résidence qui lui avait été assignée. Ce criminel de guerre Bozizé. Non. Le président Touadéra n'est pas un peureux, un couard comme ce dernier. Ce couard, depuis Bissau, il pilote ses opérations. Le président Touadéra, c'est depuis Bangui. Ma soeur Ndedi, voilà un homme qui n'a jamais fait, il n'a jamais quitté son pays pour venir dans un pays étranger parce qu'il y a la guerre chez lui. Il ne se déplace qu'en temps de paix. Il n'a pas peur de son pays. Donc les États-Unis ne pourront rien lui faire. Il est confiant. Les Russes sont là. Il y a eu une réorganisation du dispositif sécuritaire russe à Bangui. Ça s'est fait de concert avec les autorités centrafricaines. Il y a une mission qui, dans les prochains jours, va encore plancher sur la densification du dispositif sécuritaire russe à Bangui. Et il y a des travaux qui sont en cours. Il y a les unités de blindés que l'armée centrafricaine a mis sur pied. Ces unités de blindés vont être dotées du matériel russe. Donc, dans les jours à venir, il y aura une coopération encore plus intense entre Russes et Centrafricains. On ne peut pas redouter ces Américains, qu'ils viennent même, Bancroft, qu'ils viennent avec les meilleurs snipers des États-Unis. Pour l'instant, au niveau du Centrafrique, il y a un dispositif aussi qui les observe. Mais là, ça relève du domaine discrétionnaire du chef de l'État. Il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Le Centrafrique a demandé d'être doté à un certain type de matériel. C'est ce matériel qui va bientôt arriver à Bangui et ce matériel va permettre davantage de renforcer la sécurité du Centrafrique. On ne peut pas parler de tout ici sur un plateau de télévision. Il faut que les téléspectateurs sachent que le Centrafrique, le président Touadéra, est sur le bon chemin. Il ne pose pas des actes au hasard.
quand il pose un acte, il prend des contre-mesures pour que son acte n'ait pas des répercussions négatives sur l'ensemble du chantier vers la libération du Centrafrique et pour la restauration de la souveraineté du Centrafrique qu'il est en train d'abattre. Et donc, trop parler donne très souvent soif, trop parler également fait transpirer. C'est pourquoi nous allons davantage transpirer avec la page sportive dans le cadre de cette quotidienne. Voilà, de retour donc sur ce plateau. Le coach pour ce matin n'est autre que Fabiola Ndombe. J'espère que les exercices ne seront pas très corsés. Fabiola, bonjour. Bonjour Linda, bonjour à nos très chers téléspectateurs et bonjour également à notre consultant sur le plateau. Mohamed Batengeli. Alors, aujourd'hui, on parle du grand zoom sur les matchs de préparation. Là, nous parlons de la CAN 2023. Oui, Linda, nous savons que la CAN les portes vont s'ouvrir d'ici peu, dont les matchs de préparation se déroulent un peu de partout en attendant le coup d'envoi de la compétition. Ainsi, le lundi 8 janvier, le Ghana et la Namibie s'affrontèrent pour la prépa CAN. Le match entre les deux pays s'est soldé sous un score nul, dont 0, un score qui ne rassure pas les deux équipes. Toujours dans le cadre de la CAN, de cette prépa CAN, le Sénégal jouait hier, donc toujours le 8 janvier, le dernier match amical. Ainsi, les champions d'Afrique en titre croisaient le fer face au Niger, un match dont les Poulons d'Aliou Cissé l'ont remporté sous un score d'1-0. Le but a été marqué à la 98e minute grâce à Formose Mwendi sur corner. Il faut rappeler que le Sénégal, bien qu'il ait gagné ce match, a été un peu menacé. Preuve, le but a été lancé à la 98e minute. Également rappelé que le Sénégal ira en Côte d'Ivoire sans deux pièces maîtresses dont Boulaye Dia et Seni Dieng. Ces deux joueurs ont donc été remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis. Le Mozambique, quant à lui, a arraché un match nul face au Botswana hier, toujours sous un score de parité en but. Le match entre les deux s'est joué à Johannesburg, en Afrique du Sud. De son côté, la Guinée a frappé un grand coup en s'offrant le scalp du Nigeria 2-0. Après la victoire, la Guinée n'a pas eu le temps d'être un peu joyeux car l'un de ses attaquants s'avère être blessé. Il s'agit de Serhou Guirassy, le serial buteur de Stuttgart, aurait eu des douleurs au niveau de la cuisse. Incident qui l'a obligé de sortir du stade à la première période. Cet incident inquiète le Sili national étant donné que nous sommes à quelques jours de la 34e édition de la CAN. Néanmoins, les derniers préparatifs sont en cours avant l'ouverture des stades en Côte d'Ivoire. Et c'est donc tout pour ce grand zoom sur les matchs de préparation. Le rendez-vous est donc pris pour demain, même heure, même endroit. Une petite question pour sortir. Vous pensez que les lions indomptables pourront faire quelque chose de bon? Là, ça ne... Non, soyez honnête. Soyez honnête, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Soyez honnête. Pour le déterminer, ils ont un match de préparation aujourd'hui. Oui. Donc, c'est grâce à ce match qu'on peut espérer, qu'on peut voir s'ils vont remporter le titre en Côte d'Ivoire. Et nous espérons qu'il n'y aura pas de pluie et que le stade Ipembe ne sera pas inondé. Merci, Fabiola. Merci, Linda. Et à demain. À demain. Alors, Batengene, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette édition. Déjà, toutes nos excuses à nos téléspectateurs pour le léger retard. Nous le disons encore, faute au mauvais état des routes dans la capitale économique, des routes impraticables et qui sont des tombeaux ouverts pour les populations camerounaises. Tout à fait. On espère que les autorités vont prendre le contre-pied de cette, ou bien prendre les mesures nécessaires, les mesures efficaces pour résoudre cette situation. On espère que
les autorités vont apporter des solutions à tout ce qui a été décrié. Et nous sommes simplement là dans une posture qui est très inconfortable, telle que tous les usagers la vivent. Nous appelons à la prise en charge, à la prise en compte de tout ce qui a été dit ici, et vivement que ces routes soient améliorées. Vivement, alors nous vous donnons rendez-vous demain, chers téléspectateurs, certainement avec d'autres actualités chaudes et puis des dénonciations. Et n'oubliez surtout pas le coup de gueule de Jonathan Batengeni. Merci d'avoir été là et merci pour tout ce que vous apportez à cette chaîne panafricaine, Pan-African Media. Merci également à l'équipe technique chapeautée ce matin par Marius Tokam et bien sûr Monsieur Songinjol, Yannick. Bien des choses à vous.